Bonsoir à tous. Il y a une question importante qui est débattue dans notre société depuis des dizaines d'années. C'est le problème de l'énergie. Va-t-on, oui ou non, manquer d'énergie? Depuis plusieurs années, les besoins en énergie ne cessent de s'accroître. On consomme de plus en plus de pétrole, de gaz, de charbon, et naturellement, comme on sait que ce sont des énergies non renouvelables, il est bien évident que ces réserves diminuent. Il est prévu actuellement, dans l'ordre des choses, qu'on atteigne un pic de production de toutes ces énergies dans une dizaine d'années, et qu'à partir de là, bien, ça commence à décroître très sérieusement, jusqu'à atteindre une extinction ou un épuisement des stocks à peu près dans un siècle. Naturellement, je parle des stocks facilement exploitables. On pourra toujours aller chercher du charbon encore plus profondément, du pétrole dans des endroits pas possibles, des gaz de schiste exploités dans des conditions épouvantables. C'est qu'une question de coût. Si on est prêt à y mettre de plus en plus d'argent, on pourra aller chercher encore certainement des énergies fossiles pendant peut-être 200 ans, voire 300 ans. Mais certaines personnes sont là pour dire « mais vous n'y pensez pas ». La question des stocks n'est absolument pas un problème. Il n'est même pas question qu'on termine les stocks exploitables. Est-ce que vous voyez le dégât que ça fait par rapport donc au réchauffement planétaire, par rapport à la pollution? Donc la question n'est pas va-t-on manquer d'énergie fossile, c'est quand est-ce qu'on arrête le plus rapidement possible ces énergies fossiles? Oui, mais par quoi les remplacer? Alors, on sait très bien que les militaires, après la guerre de 40-45, ont été très très intéressés par l'énergie nucléaire. Parce que ça, évidemment, ça leur amenait des combustibles. Et donc, on a développé l'énergie nucléaire. Et donc, on dit, mais voilà, c'est ça la solution. C'est vrai que l'énergie nucléaire, ça ne pollue pas. Bon, c'est vrai que ça ne participe pas au réchauffement planétaire. C'est vrai que ça ne pollue pas directement dans l'air. Mais alors, la pollution des déchets, la pollution des recyclages pose des énormes problèmes puisque c'est sur des milliers d'années. Et puis d'autre part, je ne sais pas pourquoi, mais on n'est pas très en confiance avec cette énergie nucléaire, comme s'il y avait eu des problèmes de temps en temps, et que c'est vrai qu'on se méfie un petit peu. Alors on dit, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Les énergies renouvelables, bien sûr. Il faut en revenir aux énergies renouvelables. Il n'y a rien de tel. Oui, mais ces énergies, elles sont dépendantes de la météo, elles sont dépendantes de certaines conditions. En plus, on a un très grave problème d'énergie, c'est qu'on ne sait pas stocker l'électricité. On peut la stocker dans des batteries, on peut la stocker dans des endroits très, très localisés pour des petits peu de temps, mais stocker des grandes quantités d'énergie, ça, on ne sait pas. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Mais en réalité, ce n'est pas une question de réserve, ce n'est pas une question d'énergie. Il est bien évident qu'on ne manquera jamais d'énergie. On verra pourquoi tout à l'heure. Ce n'est pas le problème de manquer d'énergie, c'est le problème de savoir quelle vie on veut avoir. C'est quels sont les choix inhérents à tout cela. On pourrait dire au départ, c'est une question de coût. Combien vous êtes prêt à payer le fait qu'on continue une société comme dans laquelle on vit? Combien on est prêt à y mettre? Est-ce qu'on est prêt à payer de plus en plus des choses? C'est vrai que pourquoi est-ce que les énergies renouvelables sont considérées généralement comme pas pratiques pour remplacer les énergies fossiles? Parce qu'elles seraient plus chères, du moins pour l'instant. Donc pas rentables. Mais ça veut dire quoi pas rentable en termes de société, en termes de pollution, en termes d'énergie? Voilà pourquoi finalement c'est un débat qui nous ramène à des questions essentielles, qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous ramène au fait de réfléchir à ce que nous voulons, comment nous voulons évoluer, comment nous voulons utiliser l'énergie, comment on veut vivre, dans quel but. Ça nous ramène à ces questions existentielles fondamentales. C'est pas neutre réfléchir sur l'énergie. D'autant plus que ça nous ramène à une phrase que vous connaissez tous en ésotérisme et qui dit que l'énergie suit la pensée. Ça c'est vrai, c'est ce qu'on dit toujours par rapport à l'être humain. C'est-à-dire que notre énergie, les énergies que nous utilisons, ça suit complètement notre pensée. Là où mettons notre pensée, là va l'énergie. Ce qui veut dire aussi que naturellement, la pensée suit la conscience. Ça veut dire que le type de pensée que nous avons dépend du type de conscience que nous vivons. Donc selon l'état de conscience dans lequel nous sommes, nous avons un certain type de pensée et l'énergie va suivre cette pensée. Donc finalement, ça nous ramène à rien de moins qu'à se dire mais qu'est-ce que nous vivons en conscience? Et que le problème de l'énergie s'avère finalement être un problème de conscience. Il y a un manque d'énergie, il y a une crise de l'énergie et peut-être une crise de conscience. Du coup, ça devient assez intéressant à traiter. Voilà pourquoi le titre de ce soir peut-être vous apparaître un peu bizarre, de
des énergies fossiles à la conscience globale, mais c'est parce que justement nous allons essayer de traiter cette problématique par ce biais-là. Chercher à mettre en parallèle, en corrélation, le monde de l'énergie et le monde de la conscience. Qui dit monde de la conscience, dit aussitôt la fameuse courbe d'involution et d'évolution que tout le monde connaît. Donc je redessine cette courbe d'évolution, qui est donc toute l'histoire de la conscience humaine se développant progressivement donc vers le moi et tendant ensuite vers l'évolution. Pour faire très court, on pourrait situer d'une manière pratique pour nous actuellement dans le monde 4 mondes de conscience. 4 mondes différents dans lesquels on vit une conscience bien particulière. 2 mondes qui sont dans l'involution, donc on pourrait dire un premier monde ici, un deuxième monde ici, donc 1 et 2. Donc le premier monde, c'est ce qu'on appelle le monde de la conscience de dépendance, la conscience de masse, où on dépend des choses, on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième monde, c'est la conscience individuelle, où on s'affirme complètement indépendant. Puis on va avoir un troisième monde qui va être la conscience de l'autre, la conscience des autres, et qui va être une conscience intermédiaire entre cette conscience individuelle et une conscience beaucoup plus avancée, beaucoup plus évoluée, le quatrième monde, dans lequel on va véritablement développer une conscience globale. Voilà donc quels sont les 4 mondes de conscience. C'est ce que nous vivons sur la planète Terre et on peut dire qu'actuellement, l'ensemble des humains se répartit dans ces 4 mondes de conscience en involution et en évolution. Naturellement, je vais donner dans le schématique, mais j'ai fait exprès de faire des interférences entre les mondes pour vous montrer qu'on n'est pas toujours forcément si simplement d'un monde. On est souvent en passage de l'un à l'autre. Quelquefois, on se traîne des vieux trucs d'un ancien monde, pendant qu'on est en train de travailler déjà les signes avant-coureurs du nouveau monde. Donc ce sont des choses qui, naturellement, s'interpénètrent. Ce n'est pas simplement quelque chose de mathématique dans des boîtes, comme ça. Donc on a ces 4 mondes de conscience. Qui dit 4 mondes de conscience va dire donc 4 types d'énergie. À chaque fois presque une crise de l'énergie ou une révolution de l'énergie, puisque c'est la conscience qui va créer évidemment l'énergie dans laquelle nous allons être. Alors qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? Dans le monde de conscience de dépendance, c'est le monde qui est passé de l'humanité, il y a plusieurs siècles, dans ce passé de l'humanité, et qui correspond encore à tellement de civilisations actuellement, c'est un monde dans lequel on n'a pas de mental, on n'a pas encore développé le mental, on ne sait pas lire ni écrire, et donc on n'est pas du tout dans ce processus. Mais par contre, on est dans un processus de sensibilité et on cherche à vivre complètement en osmose avec la nature. Et donc on ne cherche pas du tout à exploiter la nature, non, on se sent faire partie de la nature. Quand on est dans ce monde-là, on ne va surtout rien polluer, on ne va rien détruire. On fait partie de cette nature et on vit avec ce que la nature veut bien nous donner, veut bien nous offrir. Donc l'énergie est extrêmement simple. C'est simplement l'énergie telle qu'elle se présente au naturel. Naturellement, on pourrait dire que le premier degré, c'est tout simplement l'énergie humaine. Dans ce monde de conscience, c'est surtout la force des hommes qui fait que multiplié par X milliers d'hommes, on finit par construire des choses. Quand on pense que les cathédrales ont été faites simplement à la force humaine. Alors bien sûr, il y avait des petites grues élémentaires, mais c'était vraiment très élémentaire, il n'y avait pas de moteur. Donc c'était vraiment des choses très très simples. Parfois aidées avec la force animale, les animaux qui pouvaient donner un coup de main pour tirer des chars, pour faire tourner des roues, etc. Et puis, il y avait quelquefois aussi la force de la nature, la force du vent, pour gonfler les voiles des bateaux, et puis la force du feu. Mais le feu n'était pas transformé en une énergie fantastique, comme on le fait maintenant, pour produire des machines. Non, non, le feu, c'était simplement pour chauffer, pour cuire les aliments, et puis pour arriver à chauffer le fer, qui permettait d'avoir des outils assez simples, ou quelquefois assez compliqués, comme en Chine ancienne, où on se servait beaucoup du feu pour faire de la porcelaine. Mais vous voyez, ça restait finalement très très simple. C'était très relié à la nature. Parce que le projet de société, si je puis m'exprimer ainsi, en conscience de masse, c'est tout simplement de faire partie de la nature, d'être dans cette nature, de ne pas chercher à progresser. La notion de progrès n'existe pas. On ne cherche pas non plus à avoir plus, parce qu'on ne cherche pas à être plus. On est tout simplement dans cette nature, on vit avec elle, et puis tout va bien. Et donc on dispose de finalement relativement peu d'énergie. Naturellement, plus le mental va se développer, plus l'intelligence va se développer, plus on va essayer de comprendre le monde, et plus on va passer à cette conscience individuelle. Car le développement du mental nous amène à une chose extraordinaire, c'est le discernement.
c'est à voir que finalement, plus je me connais, plus je me vois, plus je me discerne des autres. Et je suis très très différent. Et je discerne les autres aussi. Et je discerne tout et je comprends tout. Voilà pourquoi plus le mental s'est développé et plus la science et les techniques se sont développées. Et là, on arrive très très vite au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Beaucoup d'inventions étaient faites au XVIIIe, mais ça a été véritablement exploité au XIXe siècle. On a compris quelque chose d'extraordinaire, c'est comment exploiter les forces de la nature et les énergies de la nature et les transformer en travail, en puissance, en pouvoir mécanique. C'est ce qu'on appelle la thermodynamique. Thermo, c'est la chaleur et dynamique, c'est le pouvoir. La thermodynamique, c'est comment réussir à utiliser les énergies fossiles, les transformer en chaleur pour avoir un pouvoir mécanique. La chaleur n'est pas une énergie, mais c'est un transmetteur d'énergie. Ça transmet l'énergie justement de l'énergie fossile à un pouvoir mécanique. Et à partir de là, on a inventé toutes les machines à vapeur, toutes les machines à essence, ou les dérivés tous les dérivés du pétrole, toutes les machines à gaz. Autrement dit, c'est à partir de ce moment-là, quand on a réussi à découvrir ça, le pouvoir de la thermodynamique, que toutes les inventions s'en sont suivies. Et s'en est suivie surtout la grande révolution industrielle, donc du milieu du 19e siècle, où là on s'est mis à fabriquer donc toutes sortes de choses, toutes sortes d'objets très sophistiqués, que la nature ou les forces de la nature ne pouvaient pas nous offrir auparavant. Maintenant, on avait enfin un pouvoir extraordinaire. On allait enfin dominer la nature. Et vous voyez, comme quand on passe dans cette conscience individuelle, on se coupe de la nature. Il ne s'agit plus de vivre avec elle et de profiter de ce qu'elle nous donne. Ah non, non, on va s'en servir. Et d'un seul coup, la nature apparaît comme un réservoir d'énergie extraordinaire, un réservoir à manger, un garde-manger fabuleux qu'on va pouvoir exploiter. Et pas en se contentant de cueillir, de mettre des petites graines en terre. Non, non, on va être beaucoup plus fort, on va créer des engrais, on va créer des systèmes, des machines super. On va être plus fort que la nature à l'obliger à nous servir de plus en plus d'une manière performante. On va aller exploiter les mines. Tout ce que la Terre peut nous donner, c'est évidemment quelque chose qui nous sert pour nous. Vous voyez, ce projet de société, ce n'est pas du tout le même que celui du premier monde. Ce projet de société, c'est celui du moi. Ce deuxième monde, c'est le monde de la conscience individuelle, de la conscience du moi-je. Et mon projet de société, c'est d'être dans le bonheur personnel. Je cherche à avoir de plus en plus, à posséder de plus en plus, à avoir de plus en plus d'argent. L'argent est naturellement une énergie, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. On la garde pour plus tard. Là, aujourd'hui, on va surtout parler de ce monde d'énergie tel que je viens de vous en parler, de toutes ces énergies fossiles ou autres, et d'essayer de voir comment on a pu les mettre en œuvre d'une manière absolument fantastique et gigantesque dans ce deuxième monde pour satisfaire le moi, pour satisfaire ce bonheur, cette envie de puissance, cette envie d'être toujours plus, sans s'occuper absolument des autres, et naturellement encore moins de la nature, puisque je domine la nature est à la disposition de l'homme, on peut en faire ce qu'on veut, et donc nous l'exploitons. Exploiter la nature, exploiter le monde, pour en soutirer toute l'énergie possible, pour devenir de plus en plus puissant et de plus en plus riche. Ah ouais, et on en est toujours là. Notre monde est toujours dans ce puissant de thermodynamisme. D'ailleurs, ça a été un tournant parce que les scientifiques ont profité pour essayer de bien comprendre ce monde de l'énergie. Et ils en ont tiré justement ce qu'on appelle les fameuses lois de la thermodynamique, qui sont les deux lois, mais bon, il y en a deux autres, les 4 lois, qui expliquent un petit peu tout le processus de l'énergie de l'univers. La première loi est particulièrement intéressante parce qu'elle dit qu'on ne crée pas l'énergie. L'énergie est. On ne fait que la transformer. Vous connaissez tous cette phrase de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est une certaine manière d'exprimer ce premier principe de la thermodynamique. Et donc on retrouvera ça tout à l'heure. C'est une idée très intéressante de dire que l'énergie est dans l'univers et que ce n'est pas quelque chose que l'on crée. On se contente de transformer le processus d'énergie. Eh bien nous, on le transforme toujours et on n'arrête pas. Et on brûle de plus en plus d'énergie fossile, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'en aura plus? Parce que finalement, c'est très pratique. Que va devenir la thermodynamique?
Finalement, on produit de la chaleur par la vapeur, par le moteur à explosion, et par les fusées, etc. Et grâce à tout ça, on voyage, on a des voitures, on a des avions, on a des bateaux, on a des tankers, on a des usines, et on fabrique tout ce dont on a envie parce que notre désir est insatiable. On en veut toujours plus. Et vous voyez, le projet de société, il est complètement différent du premier monde. On en veut effectivement toujours plus. Mais ce qui est terrible, c'est que on s'aperçoit que ça réchauffe la planète. Et oui, parce qu'au début, il y a encore même 50, 60 ans, tant qu'il y avait que, en gros, l'Amérique du Nord, l'Europe, qui utilisait, qui exploitait comme ça la planète, ça polluait un peu, mais pas trop. Mais quand maintenant on s'aperçoit que tous les pays du monde s'y mettent, j'exagère quand même. Bon. Tout le monde veut sa voiture, tout le monde veut ça. On se dit, mais d'un seul coup, on a fait des calculs, on dit, mais c'est tout simplement pas possible. Si tous les pays du monde en arrivent à la même pouvoir thermodynamique et à la même utilisation de toutes ces énergies fossiles que nous, c'est terminé très très rapidement. Non seulement du point de vue des réserves, mais en plus du point de vue de la pollution, du réchauffement planétaire et de ses conséquences. Donc c'est là qu'on se dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. D'où cette réflexion sur l'énergie. Mais en fin de compte, si on regarde bien, qu'est-ce qui pollue vraiment? Au niveau des effets, c'est évident, ce qui pollue, ce sont toutes ces émanations de gaz, tous ces réchauffements. Mais ça, c'est que l'effet. La cause profonde, c'est tout simplement nos désirs égoïstes. C'est notre toujours plus. C'est notre envie de faire marcher l'industrie à plein pot pour avoir toujours des choses nouvelles, pour avoir toujours un téléphone à la pointe du progrès, pour toujours avoir un frigidaire à la pointe du progrès. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec un frigidaire? Maintenant, on fait des frigidaires, ils sont branchés sur Internet et ils commandent directement sur Internet le produit que tu viens de prendre et qui va manquer dans ton frigidaire. Yes! On ne sait plus quoi inventer pour faire marcher cette machine extraordinaire qui produit de l'énergie. On en reparlera le mois prochain, puisqu'on parlera justement du problème du capital, du travail. Mais vous voyez, cette énergie est tellement lancée comme un cheval fou qu'on ne voit même plus comment on pourrait l'arrêter. On dit, mais ça va devenir quoi? Il faut donc considérer que le véritable pollueur, c'est notre corps émotionnel, c'est nos envies. C'est là qu'est la source. La conséquence, oui, elle est dans cette thermodynamique lancée à plein pot, mais ça n'est pas du tout la vraie cause. C'est donc à cette vraie cause qu'il va falloir s'attaquer. Ce qui est intéressant, de faire quelques analogies. C'est un peu ésotérique, mais vous allez voir que c'est quand même intéressant, en particulier avec ce que nous avons vu le mois dernier. Le mois dernier, avec le problème des extrémismes, nous avons vu toute l'histoire du rayon 6. Ce rayon d'idéalisme et de dévotion, dont nous avons vu qu'il avait présidé aux derniers 2 millénaires et que finalement il était en train progressivement de disparaître et d'être remplacé par une énergie nouvelle qu'on appelle l'énergie du rayon 7. Et donc on a un fondu enchaîné entre ces deux aspects. Ce rayon 6, il est en analogie numérique, qui est toujours une chose très importante en ésotérisme, avec le règne végétal, qui est le 6e règne, si on compte à partir du haut. Le 7e règne, c'est le minéral, le 6e, c'est le végétal, le 5e, c'est l'animal, le 4e, c'est l'humain, etc. etc. Bon. Donc, si le règne végétal, on dit oui, et alors? Toutes ces énergies fossiles, elles viennent essentiellement du règne végétal. Le charbon vient complètement des forêts du Carbonifère qui ont été totalement transformées comme ça en charbon. Les animaux, les végétaux qui se sont également mis dans certains autres endroits ont donné le pétrole, qui eux-mêmes ont donné le gaz par transformation. Donc toutes ces énergies fondamentales viennent de ce 6e règne. Donc ça veut dire que le processus que nous utilisons actuellement pour vivre, pour donner plein cours à notre émotionnel, vient de la décomposition de ce règne végétal et de ce rayon 6. C'est comme si on nous disait, vous êtes en train de brûler en 200 ans, parce que ça a commencé en 1850, et on peut pratiquement dire que dans 50 ans, même pas, ça sera terminé. Donc en 200, 250 ans maximum, vous allez brûler 200 millions d'années de l'histoire de la planète. Le temps qu'il a fallu pour que tout ceci, tous ces stocks se mettent en place. On peut dire, mais c'est un désastre, c'est épouvantable. Ouais, ou alors c'est très intéressant. Ça veut dire que finalement, toutes ces énergies décomposées, tout ce passé décomposé, c'est comme si on brûle tout et on passe à autre chose. Et analogiquement, le 6e plan dans l'être humain, c'est le plan du désir.
Le 7e plan, c'est le plan physique. Le 6e plan, c'est le plan du désir. Le plan émotionnel. Le 5e plan, c'est le plan mental. Et on retrouve donc une analogie entre le 6e plan, le plan du désir, le 6e règne, le règne végétal décomposé, et le 6e rayon qui est en train de partir et que nous vivons actuellement. Tout ça, c'est exactement la même histoire. C'est comme finalement, on avait eu l'occasion de dire, bah vous savez, nous en tant qu'humanité, si on veut passer maintenant à une humanité nouvelle, à un nouveau projet de vie, eh bien, c'est l'émotionnel tel qu'on le vit maintenant, l'émotionnel débridé, stop. Il va falloir réaliser que ça n'est pas la solution, ça n'est pas notre direction. Alors, on le vit une grande fois pour toutes, on en profite pour brûler toutes les énergies du passé, et nous, peut-être qu'on va profiter justement pour passer à autre chose. Fantastique de voir que dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des énergies fossiles aura été extrêmement importante, mais que ça n'aura duré que 200 ans, juste le temps de faire un relais, un fondu enchaîné entre le rayon 6 et la suite de l'histoire. Entre l'ère des poissons, rayon 6, et l'ère du Verseau qui commence. Et donc c'est un symbole assez fantastique. Quand on réfléchit là-dessus, il y aurait beaucoup de développement à faire. Juste, je vais vous donner ce petit aperçu pour vous montrer que c'est des choses qui sont en relation avec tellement d'autres choses. Ça n'apparaît pas comme ça par hasard d'un seul coup. Alors on pourrait dire, bon, y a l'énergie nucléaire quand même. C'est aussi une énergie fossile. Du moins, telle que nous la vivons actuellement. Parce que c'est l'uranium. Naturellement, l'uranium n'est pas né d'une décomposition. Au contraire, c'est le résultat d'une évolution extraordinaire de la conscience du minéral. La radioactivité étant l'évolution supérieure du minéral. Mais la manière dont on le traite maintenant, par fission, en cassant cet uranium, ah non, ça, c'est pas du tout une énergie d'amour, c'est pas une énergie d'unité. Donc, on met peut-être des espoirs sur une future énergie atomique, non polluante, celle qu'on essaye de mettre en place, qui verra peut-être le jour dans le sud de la France. Donc de arriver à un système de fusion. Ça, la fusion des atomes, c'est exactement l'énergie nucléaire du Soleil et de toutes les étoiles. Ah oui, ça, réussir à avoir dégagé une énergie nucléaire par fusion et non plus par fission, ok. Là, c'est peut-être une histoire d'avenir. Surtout si on découvre, comme certains scientifiques prétendent l'avoir fait, ce qu'on appelle la fusion froide. C'est-à-dire réussir, et certains alchimistes disent aussi l'avoir fait, réussir finalement à obtenir à température normale des processus de fusion et de libération d'énergie extraordinaire. Ça, ce sera peut-être l'avenir. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, l'énergie atomique telle que nous le voyons, c'est véritablement quelque chose qui est encore des énergies fossiles. Fossile, ça veut dire trouvé dans la Terre. Tout ce qu'on trouve dans la Terre, c'est fossile. Et en même temps, l'énergie fossile, c'est parce que ça subit tout un grand processus donc, de transmutation ou de dégradation. Ce qui est intéressant aussi de l'énergie nucléaire, si on veut trouver un point commun avec les autres énergies fossiles et avec ce deuxième monde de conscience individuelle, c'est de voir que finalement, ils ont des caractéristiques qui sont très conscience individuelle. Par exemple, toutes ces énergies fossiles développe un certain séparatisme géographique, comme l'individu. L'individu est très séparé dans son histoire. C'est mon histoire, c'est moi. Et le séparatisme géographique, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas ces énergies fossiles. Il y a des pays, il y a des nations qui en ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc c'est un séparatisme extraordinaire. Et puis deuxième aspect, très relié aussi à la conscience individuelle, c'est le centralisme. C'est que finalement, on retrouve ça aussi dans cette conscience d'individu. C'est le pouvoir de développer des individus forts qui dominent les autres, des chefs qui commandent aux autres. Finalement, cette société de conscience du deuxième monde, c'est une société toujours du plus fort. C'est la loi du plus fort. Nous le voyons là aussi souvent tous les jours. Et comme par hasard, quand on veut produire des énergies fossiles, c'est très centralisé. C'est la production de pétrole, l'extraction de charbon, et encore plus l'énergie nucléaire. Vu le danger que ça représente, ce sont des énergies extrêmement centralisées, extrêmement contrôlées, et qui, à partir de là, diffusent à tout le monde. Mais ça n'appartient pas à tout le monde, ça ne vient pas de tout le monde. C'est vraiment quelque chose comme ça qui vient de ce pouvoir centralisé. Et c'est pour ça que cette révolution industrielle, cette capacité qu'ont eu certaines personnes à exploiter rapidement toutes ces sources d'énergie, ça a donné évidemment une concentration d'argent. On a su transformer l'énergie fossile en énergie argent. On aura l'occasion d'y revenir, je vous ai dit une autre fois. Et donc c'est comme ça que de grandes fortunes se sont accumulées. Des grandes fortunes industrielles, parce que qui a le pouvoir d'extraire l'énergie, qui a le contrôle d'énergie, contrôle le monde, contrôle le pouvoir, contrôle la puissance, a l'énergie de tout.
Et actuellement, toutes les grandes fortunes industrielles que nous avons pu voir se sont bâties il y a très très longtemps sur ce pouvoir donc de l'énergie qui n'était pas à disposition de tous, mais qui était extrêmement centralisé. Donc on voit bien comment ce processus d'énergie fossile, ça a donné un essor fantastique à notre société. C'est sûr que grâce à ça, on a développé un confort qu'on n'avait pas avant. On a développé un confort de travail qu'on n'avait pas avant. On a pu fabriquer des machines-outils qui libèrent complètement l'humain d'un certain nombre de tâches tout à fait ingrates. Alors d'accord, on s'est un peu lâché. On a certainement fait un petit peu trop. Et on continue. Mais c'est vrai que ça a été une libération extraordinaire. Ça a été un moment fantastique. Mais voyons les limites de ce monde. C'est que finalement, à partir du moment où on donne de plus en plus dans la production irréfléchie, eh bien, ça donne un monde qui s'expanse à une vitesse extraordinaire dans le monde de la pollution et dans le monde de la dégradation. Parce qu'on cherche toujours à dominer la nature. On est plus fort que la nature maintenant avec nos machines. Heureusement, on va passer au troisième monde. Et ce troisième monde est dans l'évolution. Ce troisième monde, je vous en disais un mot tout à l'heure en vous disant, c'est le monde des humains qui disent non, mais à épuiser les stocks d'énergie, c'est même pas pensable. On va arrêter avant. À cause de la pollution, à cause de tout ce qu'il y a, comme le réchauffement de la planète, c'est tout simplement pas possible. Pourquoi? Parce que dans ce troisième monde de conscience, on va quitter le processus du moi, centré sur soi. Oh, on va toujours être un peu quand même centré sur soi, mais pas seulement. On est tout simplement un individu qui s'intéresse de plus en plus à l'autre. Un individu qui s'intéresse aux autres, qui s'intéresse à la nature. Là, on quitte complètement l'histoire qui consiste à dire on va dominer la nature. Non, on va collaborer. On va coopérer avec la nature. On va coopérer avec les autres humains. On va chercher à mettre la coopération complètement au goût du jour. Donc c'est complètement un autre état d'esprit. En découvrant l'importance de l'autre, il est évident qu'on ne peut plus du tout voir le monde de la même manière. Je me rends compte combien des populations sont exploitées, des professions sont exploitées, combien il y a des inégalités de plus en plus flagrantes. Et moi, dans mon respect de l'autre, dans ma volonté d'équité, je ne le supporte de moins en moins. Je me rends compte également combien on exploite complètement la nature, les forêts, les mines, les poissons, de quelle manière on tue les animaux pour manger de la viande, etc. Mais plus je vois ça, et je me dis, mais ça ne colle pas du tout avec l'image que j'ai de l'indispensable respect qu'on se doit d'avoir les uns vis-à-vis des autres. C'est pas possible. Et donc, vous voyez, cette découverte de l'autre, cette importance qu'on attribue à l'autre, va tout simplement dire, on ne peut pas continuer d'avoir des énergies fossiles. Ça n'est pas possible. Alors quoi? Eh bien, revenons-en aux énergies renouvelables. Mais on ne va pas en revenir au premier monde, parce qu'on a développé quand même une technologie qui nous permet d'avoir des éoliennes plus efficaces, d'avoir des capteurs solaires beaucoup plus efficaces que les fours solaires qu'on pouvait peut-être développer dans la conscience du premier monde. Donc on peut aller beaucoup plus loin. Et certainement que ça n'est que le début. Si on s'y intéresse vraiment, il y a de chances pour qu'on découvre la manière de mettre en œuvre ces énergies renouvelables d'une manière beaucoup plus intéressante. Naturellement, les tenants du deuxième monde, qui tiennent à continuer la production d'énergie à fond, ne sont pas du tout d'accord. Ils trouvent ça mignon. Non mais c'est mignon, c'est bien, c'est bien. Chacun son petit capteur solaire chez soi, sa petite éolienne. Non mais c'est sympa. Mais c'est pas comme ça que vous allez nourrir en électricité les besoins fantastiques des grandes usines. C'est pas comme ça que vous allez développer les besoins en énergie. Quand on voit comment les villes ont besoin d'électricité pour s'éclairer la nuit, ne serait-ce que pendant les fêtes, ou simplement le chauffage électrique, ou bien comment de plus en plus de gens veulent absolument avoir donc une climatisation. Donc c'est pas avec vos petits capteurs solaires, vos petits machins, que vous allez pouvoir répondre à ces besoins. Donc il nous faut absolument, d'accord, si vous voulez plus d'énergie polluante, on fait tout du nucléaire. Donc, vos énergies renouvelables, c'est sympa. Ça peut être un petit appoint, c'est un petit sympa comme ça. Ça peut être une centrale nucléaire en moins, mais c'est tout ce que ça peut faire. Et dans l'état actuel des choses, ils ont parfaitement raison. Mais, c'est oublier que nous sommes dans le troisième monde de la conscience. Et que le troisième monde de la conscience, avec sa prise de conscience des autres, pas simplement humains, mais de la nature, sa prise de conscience de l'autre en moi, l'âme en moi, ça c'est le troisième monde aussi, ce quelque chose que je suis fondamentalement.
avec cette prise de conscience, ça ne s'arrête pas du tout au détail qui consisterait à prôner des énergies renouvelables. Ça, c'est un détail, ou plus exactement, ça, c'est la conséquence. C'est un état de conscience qui va beaucoup plus loin. En effet, on a commencé dans ce troisième monde à se dire, attendez, vous me parlez de produire beaucoup d'électricité pour des grosses usines. Pourquoi des grosses usines? Mais pourquoi produire tout ça? Est-ce que vous croyez qu'on a l'intention de continuer de consommer autant? Est-ce que vous croyez qu'on a envie de renouveler constamment grâce effectivement à l'obsolescence programmée? Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de systèmes comme ça, de véhicules qui soient comme ceci ou comme cela? Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de grosses machines pour cultiver le blé sur des grandes étendues? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait en revenir à une agriculture plus simple, plus locale? Est-ce que vous ne croyez pas, en un mot, qu'il faut en revenir à quelque chose de local? Produire l'énergie localement, se nourrir localement, arrêter avec tous ces transports, avec tous ces systèmes qui polluent. Et donc, on n'aura tout simplement pas besoin d'autant d'énergie que maintenant, parce que c'est ça la vraie révolution. C'est pas de dire on remplace les énergies fossiles par des énergies renouvelables, c'est qu'on change d'état d'esprit parce que c'est un autre projet de conscience qu'on a dans ce troisième monde. Et donc, tout est à remettre en question. Donc c'est pour ça que c'est l'utilisation même de l'énergie, c'est la production même de l'énergie. On va vraiment changer toute notre façon de voir cette société et on la voit sous nos yeux. Ce troisième monde, il est là, il se dessine. Il n'existait pas il y a encore 50 ans, personne n'y pensait. Maintenant, c'est là, c'est une espèce d'évidence. Et plus on se rend compte que ce deuxième monde a été très très bien, nous a permis de développer un confort, mais maintenant, si on continue, il nous mène à notre perte. Alors on est en train de réfléchir à une nouvelle société, un nouveau projet de société coopératif et local. Small is beautiful. Et ça va accompagner un état d'esprit général qu'on retrouve dans ce troisième monde et qui s'appelle la décroissance. On va arrêter d'avoir des grandes usines qui produisent de l'électricité. Non, non, on va se débrouiller pour chacun avoir notre propre production. Et la technologie aidant, on aura certainement des capteurs solaires, des choses qui iront de plus en plus performants. Oui, mais vous n'arriverez jamais à utiliser un chauffage électrique, ça tombe bien, mon chauffage électrique, plaf, poubelle. Il n'est plus question de se chauffer avec ça. Oui, mais la clim, on va inventer d'autres choses. Tous ces trucs qui sont absolument énergivores, on va fonctionner complètement différemment. Oui, mais c'est tout un confort que vous remettez en question. Non, c'est tout un mode de vie. C'est tout un désir, c'est toute une fonction totalement illusoire qu'on remet en question pour trouver des valeurs beaucoup plus justes. Et on n'aura pas besoin d'utiliser l'énergie et de gâcher l'énergie comme on le fait maintenant. Et c'est ça qui est intéressant, oui, c'est cette remise en question, que finalement, eh bien, on va relocaliser les choses parce qu'on va réfléchir à un autre projet de société. Et c'est ça que je voulais vous montrer qui est vraiment important, c'est qui dit changement de monde, de conscience, dit changement d'énergie. On a toujours les énergies qui correspondent à notre système de conscience. Ça veut dire qu'actuellement, si on est toujours à fond dans la thermodynamique, c'est parce que la majorité des gens sur Terre, pour l'instant, est toujours dans ce deuxième monde. On pourrait même dire que pour beaucoup de personnes, en Chine, en Inde, en Afrique, eh bien, le passage se fait à l'entrée. Ils commencent à entrer dans le deuxième monde. Jusqu'ici, ils étaient encore dans le premier. C'est dire qu'ils vont aller dans la thermodynamique à fond. On ne peut pas leur demander à eux de passer tout de suite à autre chose, parce que leur conscience, pour l'instant, elle en est là. Et c'est là où vous voyez aussi la difficulté de l'écologie. C'est que l'écologie oublie très souvent qu'il faut faire avec la conscience des gens. Tel type de conscience, telle énergie. Donc moi, si je suis dans une conscience où c'est moi d'abord, et je me fiche pas mal des autres et de la planète, parce que de toute façon, je vais mourir et on s'en fiche, eh bien, je n'ai aucun souci de pollution ou autre chose. Voilà pourquoi il est très important que toutes les mondes de conscience qui commencent à évoluer de l'autre côté fassent véritablement contrepoids et qu'on soit suffisamment nombreux, une espèce de base critique pour faire basculer les choses et qu'on soit de plus en plus dans une société complètement différente, avec des projets différents et donc des énergies complètement différentes. Alors, on pourrait dire, bah, c'est bien, mais alors, qu'est-ce qui va se passer dans le quatrième monde? Le quatrième monde, c'est le monde de la conscience globale, de la conscience d'ensemble. On pourrait dire, ben oui, mais est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'on vit un peu dans le troisième monde? Parce que moi, dans le troisième monde, je me sens bien là-dedans, j'ai vraiment conscience des autres, j'ai vraiment conscience de la nature, j'ai conscience de la globalité. Et déjà, même, je suis assez actif dans un travail associatif, je fais des choses pour les autres, je fais des choses pour le monde, je m'occupe donc de choses pour faire évoluer. Donc je crois que je suis actif pour le monde et pour moi, c'est une évidence que je fais partie de ce monde. Oui,
Mais vous voyez, comme je viens de le dire, c'est moi. C'est moi qui pense au monde. C'est moi qui pense aux autres. C'est moi qui fais des choses pour les autres. C'est moi qui ai conscience de vous, qui ai conscience de l'ensemble. C'est toujours moi. C'est pour ça que ce troisième monde il est intéressant parce qu'il est, comme je vous le disais tout à l'heure, une espèce de fondu enchaîné. Il est un intermédiaire entre le moi à l'état pur du deuxième monde de conscience et le nous à l'état pur du quatrième monde de conscience. Et donc dans ce troisième monde, c'est moi qui pense aux autres et c'est moi qui pense à la planète. C'est un passage, donc on glisse du moi vers le nous. Mais il y a les deux en même temps. Dans le quatrième monde, c'est nous qui pensons à nous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est plus simplement intellectuel. Parce qu'on peut dire, mais moi je me sens tout à fait bien faire partie de l'ensemble, comme si j'étais une pièce du puzzle global. Oui, intellectuellement, on le sait. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. On ne le vit pas comme ça. Quand on est dans le troisième monde, on est toujours avant tout préoccupé par sa vie. Ce qui est important, c'est de réussir sa vie et la vie des gens qui nous entourent. On est préoccupé de rester bien comme il faut, d'avoir un métier, bref, de réussir le mieux possible sa vie. Naturellement, en partageant aussi avec les autres. Mais d'abord soi, c'est normal. Dans le quatrième monde, ben non, ça n'apparaît plus comme ça. Ça apparaît comme étant vraiment quelque chose qui fait que je me sens tellement en unité avec le monde, je me sens tellement en unité avec le groupe, avec la globalité, que je fais partie de cela, mais que j'en oublie ma propre vie. Ou plus exactement, ma propre vie place au second plan. Ça ne veut pas du tout dire que je me néglige, hein. Pas du tout. Je me néglige pas du tout. Je rate pas ma vie. Mais je suis vraiment préoccupé constamment dans ma vie par mes choix, dans tout ce que je vis, dans mes pensées, par la vie du monde, la vie de l'ensemble. Et ce que je fais, ce que je favorise, ce que je pense, c'est toujours en fonction de la globalité. Et secondairement, par rapport à moi. On pourrait prendre un exemple très simple qui peut-être va vous exprimer ça, parce que c'est quand même un quatrième monde de conscience. C'est pas facile du tout à comprendre parce qu'on n'en est pas encore vraiment là. Mais on peut l'avoir vécu. Par exemple, vous êtes un couple et vous avez 2 enfants. Il est bien évident qu'à un moment donné, vous ne vous pensez pas comme une addition de 4 personnes. Vous ne vous pensez pas comme... Bon, il y a moi, il faut que j'y pense, hein, j'ai aussi mon mari, ma femme, et puis il ne faut pas que j'oublie, j'ai 2 enfants. Donc dans mes projets personnels, quand je fais mes plannings, quand je fais mes choses, il faut que je pense toujours qu'on est 3, enfin on est 4 quand même. Ben non, ça devient une évidence. C'est comme finalement la famille devenait quelque chose d'organique. C'est un organisme complet. Nous fonctionnons à 4, nous pensons à 4, nous raisonnons à 4, nous achetons à 4, nous consommons à 4. C'est vraiment quelque chose qui est évident. On n'a pas besoin de se le redire à chaque fois. Ça, c'est la conscience organique qui est un présupposé, vous voyez, du quatrième monde. Parce que dans le quatrième monde, c'est le moment où on a cette conscience organique, mais pour tout. Pas pour ma famille, parce que ma famille, c'est toujours moi. On a cette conscience vraiment par rapport à l'humanité, par rapport à tous les règnes. Bref, par rapport à l'ensemble. Ça, c'est quand c'est vraiment réussi par rapport à l'ensemble, on est vraiment vers la fin du quatrième monde et on entre déjà dans les mondes supérieurs dont on ne parlera pas ce soir. Parce que ça, l'histoire continue après. Mais c'est pour vous donner une petite idée. L'histoire, le sens de l'évolution, c'est dans ce sens-là. On va progressivement se remettre dans une conscience complètement globale, dans laquelle le moi n'est plus du tout la préoccupation. Les désirs ne font plus autorité. La personnalité n'est plus du tout ce qui compte avant tout. Non, c'est évident que c'est cet ensemble, c'est cette globalité. On pourrait dire, mais alors, on va retrouver un peu ce qui se passe dans le premier monde, où on est de toute évidence avec cet ensemble, avec cette nature. Oui, c'est vrai que ça ressemble, sauf que dans le premier monde, on ne sait pas individualiser, on ne sait pas spécifier, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est un instinct. Là, dans le quatrième monde, parce qu'on s'est spécialisé, parce qu'on s'est individualisé, on sait exactement ce qu'on fait, par rapport à quoi et dans quelle direction on le vit. Et donc on fait partie de cet ensemble tout en restant soi-même sa propre identité qu'on ne perd pas. Dans cette identité du quatrième monde, dans cette globalité, dans ce sens-là, on pourrait dire, mais quelle énergie pour cette conscience extraordinaire. S'il y a une conscience de non-séparation, est-ce qu'on utilise encore d'énergie? Si oui, laquelle? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on utilise forcément d'énergie, puisque l'énergie est la correspondance automatique de ce qui se vit en conscience. C'est ce qu'on appelle l'énergie du quatrième éther. Le quatrième éther, en termes ésotériques, c'est quelque chose qui correspond
à ce que les scientifiques appellent l'énergie sombre, ou que certains appellent maintenant, quelquefois quand on pense déjà à une utilisation, l'énergie libre. Ce quatrième éther, c'est tout simplement l'énergie du monde, c'est l'énergie de l'univers. Généralement, on commence l'expérience par soi. Soit parce qu'on a lu dans des bouquins, soit parce qu'on a cherché à se faire soigner. Et c'est vrai que beaucoup de médecines, hein, l'acupuncture, le magnétisme, quelquefois l'ostéopathie, beaucoup de médecines traitent sur ce corps d'énergie, pas du tout sur le corps physique dense. Eh bien, nous sommes nous-mêmes avant tout un corps éthérique, un corps d'énergie, qui est la structure de construction de notre corps physique dense. On pense souvent que le corps physique dense se double d'un corps d'énergie, c'est l'inverse. Nous existons avant tout comme corps d'énergie, et c'est ce corps d'énergie sur lequel se structure progressivement, dès le fœtus, se structure progressivement le corps physique dense. Et donc nous sommes ce monde d'énergie. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de le considérer du coup d'une manière assez personnelle. Donc c'est comme si on considérait une énergie du quatrième monde avec la conscience du deuxième. Moi, mon énergie à moi, mon corps d'énergie. Il faut que je gonfle mon énergie. Attention, je perds mon énergie. Est-ce que je suis en contact d'énergie? Oui, on le voit d'une manière individuelle. Il faut donc remédier à ça en le revoyant de l'autre côté. En se rendant compte simplement que mon corps d'énergie n'est qu'une condensation bien particulière du corps d'énergie planétaire. La planète Terre est elle-même structurée autour d'un gigantesque corps d'énergie dans lequel tous les êtres vivants, tout ce qui vit sur la planète, baigne. Mais cette planète Terre, son corps d'énergie, c'est à elle, si on veut. Ça n'est qu'une condensation du corps éthérique du système solaire dans lequel baignent toutes les planètes, dont la Terre. Mais le système solaire, lui-même, son corps d'énergie, ça n'est qu'une condensation du corps énergie de la galaxie. Laquelle galaxie n'est qu'une condensation du corps d'énergie? Et on en arrive à l'univers. L'énergie, c'est véritablement ce qui constitue fondamentalement l'univers. L'univers n'est pas constitué de vide, comme on pourrait le croire, des immenses espaces intersidéraux vides, ça n'existe pas, c'est une immense énergie. À tel point que cette énergie, c'est même elle qui fait évoluer le monde. On commence aussi à remettre un peu en question l'histoire du Big Bang. Pour l'instant, on n'a pas mieux. Donc pour l'instant, on imagine qu'il y avait une masse au départ et que ça a explosé et que ce Big Bang a donné naissance à l'univers tel que nous le connaissons, donc un univers en expansion continuelle. Mais c'est remis de plus en plus en question parce que si le monde était né d'une explosion, il y aurait une vitesse de projection au départ, et donc on peut s'attendre que même tout en voyageant dans le vide, à un moment donné, ça ralentisse. L'expansion de l'univers ralentisse. Les scientifiques avaient même pensé qu'à un moment donné, ça ralentirait tellement que ça s'arrêterait, et que sous les forces de gravitation, eh bien ça, à nouveau, ça se rassemblerait, c'est ce qu'ils avaient appelé le Big Crunch, ça se rassemblerait en une masse, peut-être qu'à nouveau, ça repartirait, etc. Donc on avait imaginé ça. Or, surprise, depuis quelques années, on s'aperçoit que non seulement ça ne ralentit pas, mais ça accélère. Ça veut dire que cette énergie de vie, cette énergie qu'on appelle l'éther, c'est comme si elle était là, comme si elle était vivante, et qu'elle repoussait constamment les limites de l'univers. C'est la force évoluante de l'univers lui-même. C'est la poussée en avant de l'univers lui-même. Et c'est pour ça que c'est ce qui intrigue de plus en plus les scientifiques qui traquent cette énergie. Ils l'appellent l'énergie sombre parce qu'on ne la voit pas, on n'arrive pas à y mettre une particule dessus, parce qu'on ne cherche pas forcément d'une manière, on cherche d'une manière encore trop traditionnelle. Et surtout, parce que quelquefois, on n'a pas encore l'état de conscience qui va avec. On ne peut véritablement découvrir cette énergie, et encore plus la mettre en œuvre, que lorsqu'on passe véritablement dans ce quatrième monde. Si j'essaie de découvrir et de traquer cette énergie avec un état d'esprit du deuxième monde, je peux chercher, je ne la trouverai pas. Il y a une corrélation complète entre l'énergie qu'on cherche et puis donc notre état de conscience. Mais ce n'est pas pour un avenir lointain, hein. C'est au grand maximum une cinquantaine d'années, peut-être 10-15 ans. C'est vraiment quelque chose qui chauffe maintenant de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, justement, tout en étant encore dans le troisième monde, commencent à travailler à l'intérieur du quatrième monde, commencent finalement à avoir, par moment, pas tous les jours, mais par moment, cette conscience organique, cette conscience globale, cette conscience où on dit, mais voilà, il y a un projet de société, et ce projet de société, ça dépasse complètement ma petite histoire, ça dépasse même l'humanité tout entière. Le projet de société, c'est quelquefois ce qu'on appelle le plan. On appelle quelquefois même le plan divin. Il s'agit de spiritualiser la matière. Il s'agit d'amener l'amour, c'est-à-dire l'unité, dans toutes les formes de vie sur Terre. Et la responsabilité de l'humain, c'est cela.
amener l'unité dans toutes les formes de vie sur Terre. C'est donc quelque chose qui touche toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient, du plus microscopique jusqu'au plus gigantesque. Et quand on part sur ce projet de société, c'est sûr qu'on ne peut avoir qu'une conscience globale, d'ensemble, pas du tout qui en revient au petit moi, à la personnalité. Alors ce qui est formidable de cette énergie, c'est qu'elle est évidemment, exactement comme c'est la conscience, elle est sans limite, elle est universelle, elle est à la disposition de tous, elle est absolument partout. Ce qui est intéressant, c'est que cette énergie, beaucoup de personnes l'ont déjà expérimentée. Peut-être justement des gens qui avaient un état de conscience un peu du quatrième monde. Par exemple, Reich, avec toutes ses expériences sur l'orgone. Par exemple, Nikola Tesla, dont on dit qu'on a retrouvé les travaux et qu'il a bien fait fonctionner des appareils, des moteurs, des lampes qui fonctionnaient, disait-il, avec l'akasha. Malheureux, il utilisait le terme hindou. Donc on l'a traité tout de suite de mystique et de fou, et donc on a enterré ses travaux. Il y avait aussi derrière des grands intérêts financiers. Vous vous rendez compte un peu que seraient devenues les grandes fortunes du pétrole et du charbon si d'un seul coup quelqu'un disait « Non, on peut, pour rien, c'est gratos pour tout le monde ». Mais c'est normal, on n'en était pas là en conscience, n'accusant personne. Il fallait qu'on passe par le deuxième monde, par le troisième monde, pour en arriver au quatrième monde. Donc il y a des gens qui certainement ont déjà eu des expérimentations, et encore maintenant, il y a des gens qui peuvent expérimenter cela, mais ça ne sort pas, parce que pour l'instant, ça n'est pas porté par suffisamment de monde en conscience de ce quatrième monde. Mais c'est inéluctable, ça va arriver. Parce que cette énergie, elle nourrit absolument tout. Est-ce que vous vous êtes rendu compte combien, nous-mêmes, par exemple, quand on parle de nos énergies, de la force que l'on a, etc., on croit que notre force, notre énergie, vient de ce qu'on mange, de ce qu'on respire. Du coup, en médecine, l'importance qu'on met sur le corps physique dense. Tu as bien mangé, tu t'es bien nourri, tu as pris tes suppléments, tu as bien respiré. Il faut savoir que le véritable vecteur d'énergie et de force, c'est le corps éthérique. Si vous supprimez le corps éthérique, notre corps physique dense, malgré tout ce qu'il mange, tout son réseau de nerfs et de muscles, n'est qu'une chiffre molle. On l'appelle une marionnette. La main de la marionnette, c'est le corps éthérique. Donc on ne s'en rend même pas compte, mais nous sommes, par l'intermédiaire des chakras, nous sommes constamment nourris, nous sommes constamment soutenus par cette énergie qui vient non pas de notre corps énergie, qui n'est que le capteur, mais qui vient de l'énergie planétaire. Et c'est ça l'essentiel. Voilà pourquoi, dans l'avenir, la médecine centrera absolument toutes ses forces sur le corps éthérique, s'occupera presque plus du corps physique dense, considéré comme étant un résultat, juste un tableau d'affichage de ce qui se passe du point de vue de l'énergie. Certainement pas un monde causal. Prenez par exemple le monde végétal. Avez-vous réfléchi à l'énergie qu'il faut pour faire pousser le monde végétal chaque jour? Avez-vous réfléchi à l'énergie qu'il faut pour faire pousser une forêt? Vous voyez tous ces arbres fantastiques qui poussent à 30 mètres, 40 mètres, certains séquoias jusqu'à 100 mètres. Mais avec quelle énergie? Vous n'allez pas me dire, ils puisent 2-3 sels minéraux dans le sol, un petit peu d'eau, un petit peu de soleil, et puis ça pousse. Bien sûr, bien évidemment, comme ça, miraculeusement, mais jamais de la vie. C'est parce que leur force, elle est justement dans leur propre corps éthérique, puisque tout ce qui vit naturellement est un corps éthérique, et donc ils puisent sans arrêt cette puissance dans l'énergie planétaire. C'est ça qui fonctionne. Regardez par exemple le grand mystère de la sève. Comment la sève monte-t-elle dans les arbres? Il faut savoir que nous, lorsqu'on cherche à faire monter de l'eau à travers une pompe, au bout de 25-30 mètres, on ne peut plus la faire monter parce qu'il y a la gravitation qui est beaucoup plus forte. Et les arbres, tranquillos, la sève, 25-30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Alors, on explique, il y a plusieurs forces. On dit il y a la pression au niveau des racines, pression osmotique, c'est une première pompe. Puis après, il y a un système par capillarité, ça monte tout doucement. Puis après, il y a les feuilles qui aspirent, parce qu'il y a une évaporation. Donc là, en s'évaporant, ça aspire l'eau. Oui, mais ça aspire pas, là, en ce moment. Il n'y a pas de feuilles où ça commence juste. Donc, pourtant, la sève elle monte. On ne sait pas bien. Bon, voilà, on a mis en place comme ça plusieurs pompes, mais on ne sait pas bien. Si nous, on devait faire technologiquement la même chose, je ne vous dis pas la complexité. Il faudrait des relais avec plusieurs pompes. Et je ne vous dis pas la dépense en énergie, en électricité, pour chaque arbre. Et la nature, tranquillement, elle met en place toutes ces pompes, tous ces systèmes, etc., parce qu'elle se nourrit à l'énergie inépuisable, gratuite et infinie que représente ce monde de l'énergie libre.
Alors naturellement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne pourra fonctionner pour nous que dans la mesure où on atteint un minimum cet état de conscience. Et ce serait très intéressant parce que imaginez qu'on ait accès directement à ces énergies en étant toujours dans un état d'esprit de consommation du deuxième monde. On pourrait se dire de l'énergie à profusion, libre et gratuite. Mais alors, on va pouvoir se lancer dans une consommation fabuleuse sans avoir peur de polluer. On va pouvoir en demander toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ce serait effectivement un désastre. Non, non. Il faut déjà qu'on entame une réflexion sérieuse sur la consommation, sur déjà comment on verrait une autre société, comment on envisage une société beaucoup plus sage, avec d'autres projets de société de coopération et non plus système de consommation, pour qu'on ait véritablement accès à ce processus énergétique qui va absolument révolutionner tout. Puisqu'effectivement, alors là, ce sera l'énergie à la disposition de tout le monde, à chacun. Il y a une phrase de Nikola Tesla qui essayait d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'était que cette énergie. Il disait, cette énergie, c'est très simple, elle est tellement partout qu'elle me fait penser à quelqu'un qui ne se rendrait pas compte qu'il serait dans le fond d'une piscine, avec un verre, et qui se demanderait comment remplir mon verre d'eau. On ne se rend pas compte qu'on cherche l'énergie, mais cette énergie, remarquez, on pourrait faire la même chose avec l'air. Comment remplir mon verre d'air? Il y est. L'énergie, elle est absolument partout. Elle est en nous. Nous sommes l'énergie. Nous sommes cette conscience. Et à partir du moment où il n'y a pas de limite, à partir du moment où nous sommes dans l'unité, à partir du moment où nous sommes dans cet amour, dans cette coopération, l'énergie, elle est aussi parfaitement unitaire, coopérative et à la disposition de tout le monde. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas à extraire. Et puis c'est forcément gratuit, puisque c'est dû à la coopération. Ça, c'est la véritable énergie du futur. Nous serons bientôt une civilisation fonctionnant avec cette énergie-là. Et je vous assure que ça révolutionnera complètement tout notre système de société d'une manière difficilement imaginable. Alors on pourrait dire, allons-y, alors c'est chouette, très très bien, c'est génial, il faut fonctionner tous comme ça. Oui, il y a juste un petit problème. C'est que pour l'instant, en conscience, on a quelques barrières, quelques barrages. En effet, tout à l'heure, je vous ai dit, ça dépend beaucoup de notre conscience, ça dépend beaucoup de notre système de pensée. Or, pour l'instant, nous n'avons pas forcément un système de pensée en rapport avec des choses complètement novatrices. En fait, pour réussir à avancer vers ce quatrième monde, et déjà dans le troisième monde, parce que si déjà on amène le troisième monde, ce sera vraiment une grande libération par rapport à la planète, il s'agit véritablement de deux choses. La première, c'est de tenter d'en finir avec nos vieilles pensées, et deuxièmement, de chercher à amener des pensées véritablement nouvelles. D'abord, en finir avec nos vieilles pensées. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nous sommes emplis de pensées fossiles. On a des vieilles pensées qu'on traîne quelquefois depuis des années. Et donc, comment voulez-vous, avec des pensées fossiles, fonctionner sur un nouveau monde? On ne peut pas. Donc, qui dit pensée fossile, dit énergie fossile, dit monde fossile. Et nous sommes complètement dedans. C'est la logique du deuxième monde dans lequel nous sommes complètement. Si on regarde bien nous-mêmes, le nombre de vieilles pensées qu'on a, les pensées qu'on se traîne depuis des années, des choses qu'on n'a pas remis en question, des choses qu'on a quelquefois depuis l'enfance ou depuis nos premières expériences, des choses que l'on croit ou qui sont là depuis très très longtemps, et qui sont aussi pour nous des croyances ou des pensées fossiles. Et finalement, nous empêchent complètement d'aller voir véritablement vers l'avenir, vers autre chose. Tout à l'heure, je vous disais que on était dans le deuxième monde, dans une société très paternaliste. On est encore dans cette société pyramidale, paternaliste. On est beaucoup là-dedans, dans ce fonctionnement de pouvoir. À tel point qu'il y a des choses qui ont été dénoncées depuis très très longtemps et qui le sont assez régulièrement. C'est de montrer que malgré les richesses que développe le thermodynamique, malgré toutes les richesses produites par l'humanité depuis 2 siècles, ces richesses, elles vont de plus en plus dans le sens de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui, dès le départ, ont acquis certains avantages, et de moins en moins à ceux qui sont au bas de la pyramide. Et, chose surprenante, on n'arrête pas de dire que les inégalités ne cessent de progresser. Nous, on aurait tendance à croire qu'il y a quand même moins d'écart entre moi et Bill Gates qu'entre le pauvre paysan du Moyen-Âge et son seigneur. Pas du tout. La différence entre le seigneur et le paysan, il y avait une différence de statut, mais du point de vue de l'argent, il n'y avait pas une telle différence qu'entre Bill Gates et chacun d'entre nous. Et quand vous avez lu encore récemment, parce qu'il y a des chiffres comme ça qui paraissent régulièrement, les chiffres sont pas, ça donne juste un ordre d'idée, ils ne sont pas rigoureusement exacts, mais quand on dit que 80 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres,
Ça donne quand même un ordre de grandeur, hein, même si on discute des chiffres. Et ça veut dire que ça ne cesse de s'accroître et de s'agrandir. Et nous, chaque fois qu'on entend une pensée comme ça, on dit, bah ouais, c'est vraiment dégoûtant. Bon, et alors? Ça m'empêche de dormir? Non, quand même pas. Ça me mobilise aussitôt? Bah non, j'ai mon boulot, je ne vois pas que ça va faire non plus. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, rien. Est-ce que par hasard, ce serait pas quelque chose qui correspondrait un peu à une vieille pensée du style, ben, ça a toujours été comme ça. Depuis que le monde est monde, on n'y peut pas grand-chose, hein. Puis moi, personnellement, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est juste un exemple parce qu'on pourrait prendre plein de vieilles pensées fossiles comme ça, dont tout le monde connaît. Et c'est comme si on les laisse se fossiliser, on les laisse pourrir, on les laisse se décomposer. Comme le pétrole, comme le gaz, comme le charbon, comme les végétaux. Voilà, ça va pourrir comme ça tranquillement. Mais il va être temps peut-être de l'extraire et de le brûler, tout ça. Quel est le type d'énergie qui maintient ce type de pensée? Quelles sont les énergies qui perpétuent ce type de pensée? Les énergies d'égoïsme, les énergies du deuxième monde, bien évidemment. Et c'est intéressant de voir que nous avons encore dans notre système de pensée tellement de choses qui appartiennent au passé. Des choses qui appartiennent à notre éducation. Si on regardait un petit peu les idées préconçues qu'on peut avoir, les idées qu'on nous a enseignées ou les idées qu'on a gardées, les choses qu'on n'a pas vraiment remis en question. Bref, le tas d'idées qui sont en train de se fossiliser dans nos profondeurs, parce qu'on ne les a jamais remis en question, si on les exhumait, on dit « Ah oui, ça, cette idée, oh !» Ben non, j'y crois plus depuis très 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 longtemps. Mais souvent, on ressemble à cette personne qui va faire le vide-grenier, qui rentre dans son grenier, je vide tout, je vire tout, et qui ouvre des cartons. Allez, ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh non, ça, je le bazarde pas, etc. Oh, ça non plus. Et vous voyez, comme on a certaines tendances avec nos pensées fossiles, on n'en veut plus comme ça apparemment, mais souvent, c'est comme si pourtant on les chérissait toujours et on ne fait pas un grand travail pour les brûler, pour les mettre dehors, pour dire stop, ça suffit. Et voilà pourquoi nous-mêmes, nous continuons de fonctionner en conscience avec des pensées fossiles, avec des choses qui datent de longtemps, des choses qu'on n'a pas remis en question depuis très très longtemps. Et c'est là, vous voyez, où est le problème. C'est là où nous avons vraiment un gros travail à faire pour se débarrasser de ça. Ça existe au niveau de l'humanité, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Puis ça existe à notre niveau personnel. C'est ce qu'on appelle les souvenirs. Regardez comme pour nous, le souvenir est véritablement quelque chose, même si on ne s'en aperçoit pas, qui prend beaucoup de place en nous. C'est quelque chose qui colore tout ce qui survient. Dès qu'on voit des événements dans le monde, on ne peut pas s'empêcher, même si on ne s'en rend pas compte, de les interpréter avec nos propres souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais. Parce que finalement, même quand on va aller chercher quelquefois, si on n'est pas conscient de nos souvenirs, si on va chercher ce qui est de nouveau, on va souvent aussi les interpréter, on va souvent les colorier, on va les limiter, voire les nier, à partir de nos propres souvenirs. Je voudrais que vous preniez conscience de la chose, tout simplement en écrivant ceci. Souvenir, je vais vous l'écrire en 2 mots. Souvenir. C'est ce qui vient dessous. C'est ce qui est présent dessous. C'est ce qui souvient. Devant tout ce qui advient, il y a toujours des souvenirs qui souviennent en dessous et qui font que ça colore complètement tout ce qui pourrait être nouveau. Et ça, c'est passionnant de voir que finalement, notre vie est pleine de souvenirs en sous-main, en sous-marin, qui finalement nous empêchent de voir véritablement qu'est-ce qui peut survenir. Et c'est là où on pourrait opposer souvenir et survenir. Notre travail étant d'arriver à voir qu'est-ce qui peut survenir de nouveau en essayant de se débarrasser de qu'est-ce qui souvient et qui nous influence extérieurement. C'est intéressant de voir que quand on a des souvenirs négatifs, ça génère des peurs. Parce qu'on a peur que ça se reproduise. Si un jour on s'est lancé dans une aventure, oulala, j'évite maintenant. Parce que je me méfie. Un jour, j'ai un mauvais souvenir de ça. J'ai un mauvais souvenir. Oui, mais t'étais jeune. Maintenant, il ne faut pas hésiter. Même quelquefois inconsciemment, on n'y va pas parce que dans notre inconscient, il y a un mauvais souvenir. On a peur que ça se reproduise. Mais les peurs sont aussi valables pour les bons souvenirs. J'ai peur que ça ne revienne pas. J'ai peur de ne pas retrouver. À un moment donné, j'ai vécu ça, c'était super, c'était génial. Et si ça ne revenait pas? Et donc, je vais rechercher dans mon souvenir comment j'ai été heureux ou comment ça a fonctionné, de manière à pouvoir le reproduire. C'est le meilleur moyen de ne jamais le retrouver. Parce que la vie ne se répète jamais 2 fois. Donc, quand on veut retrouver quelque chose, ça ne marche jamais.
Et là encore, que le souvenir soit bon ou mauvais, il nous entretient dans des stases, il nous isole complètement dans des cases, il nous sépare complètement du flux de vie. Et si on est séparé du flux de vie, on n'est pas dans le quatrième éther, on n'est pas dans l'énergie de vie, on n'est pas dans le quatrième monde, on est encore dans les énergies fossiles. Dès que je me remets dans des cases, dès que je me remets dans des méfiances, dès que je me mets dans des filtres, je retourne forcément dans le deuxième monde. Et là, bon ben voilà, je suis dans mes habitudes, je suis prisonnier de mes souvenirs, je ne vais pas du tout dans ce qui va survenir. C'est pour ça, vous voyez, c'est vraiment important de voir combien, dans ce mois-ci particulièrement, on a tout un travail à faire par rapport à cette énergie. Quand on veut changer de conscience, il faut véritablement prendre conscience d'abord d'à quel point nous sommes limités, nous sommes colorés, nous sommes attachés. On est mis dans des petites cases parce qu'on est plein de souvenirs, quelque chose qui font qu'on n'arrive pas à être suffisamment disponible pour qu'est-ce qui doit survenir de totalement nouveau en rapport avec la conscience d'ensemble. Alors, ça va nous demander de passer, évidemment, du point de vue de l'âme. Vous voyez, avoir un mental de plus en plus ouvert, un mental qui est ouvert vers ces nouveaux projets, se rendre compte finalement de nous, à quel projet de monde nous participons. Est-ce qu'on participe au monde du deuxième monde, le bonheur, moi d'abord? Est-ce qu'on participe à un monde de coopération? Est-ce qu'on participe à un monde qui cherche à amener l'amour sur Terre? C'est là qu'on a des choix fondamentaux. Et en fonction de ces choix, on développe une conscience. Et en fonction de cette conscience, on a certaines énergies à notre disposition. Énergie de santé, énergie éthérique, énergie d'argent, énergie de relation. On aura l'occasion de parler de beaucoup d'énergie dans d'autres sujets au cours de l'année. Et toutes ces énergies, naturellement, dépendront à chaque fois de ce que nous sommes en conscience. Mais pour faire survenir de nouvelles idées, il faut absolument, le plus possible, en méditation, se mettre dans l'âme et faire le silence, mentalement, intérieur. Qu'est-ce qui peut survenir? Tout de suite, rien. Mais après coup, dans ma vie, dans ma façon de faire, d'agir, c'est là que je m'apercevrai qu'au compte-gouttes, ma façon de penser et d'être change et que je passe progressivement d'un monde à un autre. Et que forcément, tout ce qui s'ensuit du point de vue de l'énergie change, là aussi. Et c'est notre responsabilité à chacun. Il n'y a personne qui fera changer. Il ne faut pas attendre du ministère de l'écologie monts et merveilles, il ne faut pas attendre de tel gouvernement, il ne faut pas attendre de... Non, non. Regardez par exemple, imaginons une élection présidentielle. On a... Pourquoi? On a là vraiment des candidats qui nous proposent tellement de choses nouvelles. Tout ce qui peut survenir. Il n'y a aucun souvenir. Ben non. C'est là, vous voyez, où on voit que finalement, mais ces candidats, on ne va pas les critiquer, hein, c'est simplement notre reflet. Nous avons les hommes politiques qui nous correspondent. On en aurait d'autres, et tu serais du quatrième monde, personne ne voterait pour eux. Ils nous diraient, vous donnez la moitié des choses, on partage tout. Attends, il est fou celui-là. Donc on a les hommes politiques en miroir. Et donc pourquoi est-ce qu'ils ils nous proposent tellement des vieux souvenirs, tellement des méthodes qui ont déjà été dites, éculées depuis très longtemps? Il y a tellement peu de choses vraiment nouvelles. Ben, c'est notre reflet. Ça nous montre un petit peu où on en est et ça nous montre notre responsabilité au quotidien de pouvoir faire avancer les choses, de ne pas avoir peur de la nouveauté, de l'inattendu. Mais pour ça, vous voyez, il faut véritablement qu'on soit de plus en plus dans ce monde d'âme. Et l'âme, c'est véritablement l'aspect supérieur du monde de l'énergie. Tout à l'heure, je vous disais, le corps éthérique, le corps vital, le corps d'énergie de l'univers, c'est vraiment la correspondance physique de l'aspect vie universel. On pourrait dire aussi qu'en ce qui nous concerne, notre corps éthérique, c'est vraiment la correspondance de notre âme. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes caractéristiques. Dans l'âme, il n'y a pas de séparation, et c'est un processus de coopération avec tout. Le corps éthérique, pareil, il n'y a pas de séparation. Notre corps physique dense, lui, non. Il est séparé, bien identifié, et il n'a pas du tout ce processus d'identité avec tout. Du point de vue de l'énergie, on se mélange tous, on correspond tous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Donc l'âme est en correspondance avec cela. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est véritablement de rechercher à rejoindre complètement l'âme que nous sommes, l'essence que nous sommes. Et comme toutes les âmes correspondent toutes entre elles, et pas simplement au niveau humain, mais avec tous les règnes, bah c'est vrai que là encore, il y a une universalité. Ce monde-là, c'est aussi ce qu'on appelle le monde du cœur. Ce qu'on développe le cœur, c'est ce que j'ai décrit entre le troisième et le quatrième monde. Le cœur, vous savez que ça n'a rien à voir avec l'affectif.
Rien à voir. On croit quelquefois que le cœur, c'est quelque chose qu'on développe autour du troisième monde, quand on fait beaucoup de choses pour les autres. Mais comme je vous l'ai montré, c'est moi qui fais pour les autres. C'est pas encore vraiment le cœur. C'est un apprentissage, hein, ne dédaignons pas. Mais c'est une approche. Le cœur, c'est lorsqu'il n'y a plus du tout justement ce moi-je. Nous sommes un ensemble, nous pensons en tant qu'ensemble pour l'ensemble. Et non pas je pense en tant que moi pour l'ensemble. Ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est très intéressant parce que c'est l'octave supérieure du plan émotionnel. Le plan émotionnel, c'est un affectif particulier. Le cœur, c'est quelque chose qui est un amour global, unitaire. L'affectif, le plan du désir, c'est vraiment quelque chose de séparé. Le cœur, c'est complètement unitaire. Dans l'importance justement que revêt ce plan émotionnel, on l'a vu le mois dernier, c'est toute l'importance qui développe le moi-je. Dans le cœur, c'est le nous. On voit comment finalement notre grand travail, c'est de passer du moi au nous, du plexus solaire au cœur, du chakra du plexus solaire au chakra du cœur. C'est vraiment toute cette transformation que nous avons à faire. Mais tant que nous brûlons de désir pour les formes, on est toujours dans la thermodynamique. Quand on passe dans l'amour, qu'on dit quelquefois froid, l'amour du cœur, on n'est plus dans la thermodynamique. On est dans la cardiodynamique. C'est nouveau, ça vient de sortir. La cardiodynamique, eh bien, c'est l'énergie fondamentale du cœur, c'est l'énergie fondamentale de l'amour. Et quand on réalisera qu'il n'y a pas de plus grande énergie que l'énergie d'amour, que c'est l'énergie universelle, alors on cherchera tous à fonctionner en cardiodynamique. Et c'est comme ça qu'on aura une énergie à disposition de tous pour le bien de tous et non pas pour notre bien personnel. Eh bien, je vous propose de méditer là-dessus.